Monsieur Ludovic, bonjour. Donc voilà, je vous laisse le micro pour la partie théorie. Très bien, merci Mégane. Eh bien écoutez, la démarche participative repose sur l'idée, somme toute assez simple, que tout collaborateur ou tout personnel d'une organisation est un innovateur potentiel. Et en cela, c'est très intéressant puisqu'on part du principe que, de par leur vécu, de par leur expérience terrain, de par les compétences qu'ils développent au niveau de leur profil métier, tous les personnels d'une organisation sont à même d'être les premiers facilitateurs et les premières personnes qui pourraient solutionner des irritants de terrain qu'ils rencontrent au quotidien. Mais en cela, la démarche participative, elle ne se décrète pas, elle s'organise, puisqu'effectivement, on ne demande pas à ses collaborateurs d'innover, on doit les placer dans des conditions et mettre en place des process qui vont permettre de détecter du coup des innovations en local pour ensuite pouvoir les porter à un échelon central, et cet échelon sera à même d'identifier les innovations qui semblent pertinentes et qui pourraient ensuite être diffusées, disséminées dans l'organisation. Et l'objectif, c'est d'éviter que ces innovations soient des innovations de rupture trop importantes qui pourraient déstabiliser l'organisation. Donc l'intérêt de porter une telle démarche aujourd'hui dans une organisation, c'est tout d'abord de donner la place, redonner une place à ses collaborateurs, de leur donner l'envie de se réinvestir dans l'organisation, puisque de récentes études ont montré que ces dernières années, les agents d'une organisation avaient tendance à se désinvestir, à se mettre un peu en retrait. Et donc installer une démarche d'innovation participative au sein de l'organisation, c'est aussi un gage de redonner confiance et l'envie à ses collaborateurs de participer au développement et à l'amélioration continue de l'organisation. Alors cette démarche d'innovation participative, si on la replace un petit peu dans le prisme de différentes innovations, aurait tendance à se situer plutôt au niveau de l'innovation de cycle court, puisque les solutions apportées par les collaborateurs, dans un premier temps, ont pour intérêt de solutionner des irritants de terrain. Donc c'est plutôt des solutions faciles de mise en œuvre, faciles à porter. Cela dit, on peut éventuellement trouver des idées qui, elles, nécessiteront un temps de mise en œuvre et d'accompagnement plus long. Pour l'organisation, il s'agit également donc de laisser du temps et de la liberté à ses collaborateurs pour pouvoir échanger entre eux, échanger avec leur hiérarchie, de telle manière à être aiguillés et à bénéficier par la suite de soutien pour pouvoir mettre en œuvre les innovations qu'ils proposent. En somme, on pourrait résumer de manière un peu triviale le fait que l'innovation participative a pour objectif de ne pas laisser les idées qui apparaissent à la machine à café au simple stade d'idées, mais derrière de pouvoir mettre en place tout un système qui va amener ces innovations à se réaliser concrètement. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Justement, colonel Nollet, comment la démarche participative est-elle mise en place au sein de la gendarmerie ? Alors, le besoin qui a été exprimé par Sylvain est très clair. Chez nous, on a à la fois une culture de l'innovation participative assez ancienne et à la fois on ressentit ce besoin de structurer de plus en plus notre innovation. Et on considère aujourd'hui que l'innovation est un des moteurs de la transformation. D'ailleurs, le département auquel j'appartiens fait partie du service de la transformation qui a été créé l'année dernière. Donc on veut vraiment s'appuyer sur l'innovation, toutes les innovations, dont l'innovation participative, pour faire évoluer la gendarmerie. Et pour ça, on considère que les 130 000 hommes et femmes, personnels de la gendarmerie d'active et de réserve, sont tous des innovateurs en puissance. C'est vraiment ça la démarche. On s'appuie sur des communautés d'innovateurs. On a 400 innovateurs actifs à peu près dans cette communauté. On a 350 makers dans notre Fab Lab éclaté sur le terrain qu'on vient de lancer. Et on s'appuie surtout sur une culture assez ancienne, puisque nos prédécesseurs avaient eu cette intuition qu'il fallait lancer quelque chose pour l'innovation participative il y a déjà une quinzaine d'années. Et on est à la 15e année de ce qu'on appelle les ateliers de la performance. Et l'atelier de performance, c'est 2850 participants en 15 ans qui nous ont ramené entre 1500 et 2000 bonnes pratiques. On appelle ça des bonnes pratiques parce que c'est très large. On ne vise pas que l'innovation technologique, on vise l'innovation
managériale, organisationnelle, technologique bien sûr, il y en a. On a aussi l'innovation sur la prévention de la délinquance. Voilà, toutes les bonnes pratiques au sens large, on les chalute, si je puis dire. Notre travail, c'est de les capter. Et ensuite, il y a ce cycle de sélectionner. On a un processus, nous, on laisse beaucoup de place au terrain. C'est aussi le terrain qui juge le terrain. On s'assure quand même que ce n'est pas complètement orthogonal à la doctrine et que ce n'est pas dangereux d'une manière ou d'une autre. On vérifie que le RGPD est respecté, évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, on passe de... Je crois qu'on a 1750 bonnes pratiques là, sur 15 ans. On en retient une petite cinquantaine par an. Ça fait 750 aujourd'hui qui ont été diffusées. On les diffuse, on les met dans un répertoire qui est envoyé aux unités. Et on sélectionne aussi, on prime les meilleurs. Alors ça, c'est important parce que quand on veut motiver les collaborateurs à participer à ça et pas se dire « Attention, si je le dis à la DGGN, ils vont me dire que c'est interdit parce que c'est contraire à la doctrine », au contraire, il faut les motiver. Et pour les meilleurs, pour les initiatives les plus intéressantes, soit justement on peut considérer que c'est pas une innovation de cycle court et qu'elle mérite d'être accompagnée pour notamment de la maturité technologique par exemple. Et donc là, on est en train de moderniser notre processus d'accompagnement des innovateurs pour faire monter en maturité les innovations qui nous remontent du terrain et pour pouvoir les amener potentiellement jusqu'au dépôt de brevet, l'industrialisation. On en reparlera sans doute après. Et donc ça, c'est pour continuer après la captation à accompagner, mais aussi pour valoriser nos innovateurs. On les invite à une cérémonie pour les meilleurs d'entre eux. On invite même leur famille, parce qu'ils font souvent ça en temps masqué. On leur donne des félicitations qui sont signées du directeur général. On a récemment créé ce brevet que vous voyez là, qui est le brevet des innovateurs, qui permet aussi d'être porté sur la tenue et de former cette communauté d'innovation, mais qui apparaît dans le dossier RH de nos personnels, et c'est important parce que ça peut jouer dans la notation, dans la gestion, et ça peut même devenir un critère pour recruter sur un poste particulier où on veut quelqu'un qui a un profil un peu innovateur. Donc vous voyez qu'on a tout ce dispositif pour accompagner et valoriser nos innovateurs. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est la généralisation. On divise par 2 ou 3 entre ce qui nous arrive et ce qu'on diffuse, ce qu'on autorise et dont on encourage la reproduction, en fait. Donc là, tout le monde peut reproduire. Ensuite, sur ce qui est reproduit et reproductible, il y a à peu près 10% qui va être généralisé par la direction générale. Ça peut être du travail d'industrialisation, ça peut être du travail de doctrine, souvent il y a un peu des deux. Et là, on passe dans une innovation qui peut être sur un temps un peu plus long, mais qui peut permettre de devenir un moteur de notre transformation. Et c'est bien ce qu'on veut faire, que l'innovation, qui au départ vient d'un irritant de terrain, puisse devenir un moteur de la transformation et nous aider à moderniser toute l'institution. Non, bien sûr, puis c'est ce que vous me disiez, ça fait très longtemps que la démarche participative est en place au sein de la gendarmerie, ça fait plus d'une dizaine d'années, c'est cela ? On va être au 15e anniversaire prochainement. Voilà, donc j'imagine que ça a évolué, j'imagine qu'au début, il y avait une certaine envie effectivement de faire émerger des idées, mais que maintenant, l'innovation, ça a aussi un autre aspect, que du coup, encourager les gens en leur disant, voilà, l'innovation, c'est bien, allez-y dans ce sens-là, c'est vraiment important de valoriser ces projets-là. C'est important de les valoriser, ça nous permet d'être sûr qu'ils nous remontent, et puis ça nous permet de les accompagner, et si on voit que ça le mérite, on va les accompagner sur la propriété intellectuelle, on va travailler l'industrialisation peut-être avec des partenaires privés, on va travailler peut-être sur des pistes de mutualisation avec d'autres. Voilà, au-delà de la captation, le but c'est vraiment de valoriser tout ce qui peut être valorisé, partager ce qui peut être valorisé, il y aura de l'open source, il y aura tous les modes de valorisation possibles. Et j'imagine qu'en termes d'accompagnement, vous avez aussi un accompagnement financier de ces innovations ? Effectivement, c'est un dossier d'innovation. C'est souvent un besoin, en tout cas pour l'innovation technologique, d'avoir un accompagnement financier. Donc, nous, on cherche à s'abonner aux différents fonds de financement d'innovation. Il y en a quand même un certain nombre. On est beaucoup aidé par l'Agence Innovation Défense et la cellule innovation participative qui peut financer de l'innovation participative dans les forces. Et on a aussi un dispositif d'accompagnement qui n'est pas que financier, qui va être du conseil managérial en gestion de projet, challenger une innovation, essayer de trouver d'autres solutions, donner un groupe utilisateur à un innovateur qui porte un projet. Et ça peut aller jusqu'à l'entrepreneuriat potentiellement. D'accord. Pour bien différencier du coup par rapport à un laboratoire d'innovation ou un accélérateur d'innovation, vous, c'est pas du tout ce qui est mis en place chez vous à la gendarmerie en tout cas. Alors, chez nous, l'innovation, elle est très très proche du terrain.
elle est vraiment, c'est vraiment le terrain qui innove. On a des pôles d'excellence en innovation, évidemment. Il y a des cellules d'innovation, la cellule montagne, la cellule du GIGN ou celle de nos experts en criminalistique au PJGN de Pontoise, au pôle judiciaire de la gendarmerie. Mais la démarche d'innovation participative, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Et donc, on essaie d'être accessible sur tout le territoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure de notre réseau d'imprimantes 3D. Là, on a 84 machines, on voudrait aller à 120, de façon à ce que les innovateurs aient accès à des capacités de prototypage au plus près de leur affectation. Donc, ce n'est pas faire un grand Fab Lab à Paris, c'est vraiment avoir des dispositifs et un peu de matériel pour aider nos innovateurs au plus près de là où ils se trouvent et au plus près des irritants du terrain. Oui, c'est ça. Donc ça se passe d'abord sur le terrain. On essaie d'aider où se trouve l'irritant. Et ensuite, on essaye de centraliser un peu les informations. C'est aussi l'avantage de la Gendarmerie nationale, c'est que vous êtes un réseau national. Contrairement justement à M. Vdovic, les SDIS, où vous êtes départemental. Donc comment ça se passe du coup la démarche participative au sein d'un SDIS justement ? Eh bien, effectivement, ça pose un certain nombre d'enjeux. Moi, je le vois bien à l'échelle notamment du SDIS 77 que l'association accompagne, puisque donc le SDIS 77 est divisé en 5 groupements. Et lorsque le chef du groupement territorial Nord a pris ses fonctions, il a souhaité mettre en place cette démarche d'innovation participative. Et donc pour ce faire, il nous a sollicité l'association. Et ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est qu'il y avait un vrai sujet de regain de confiance des personnels vis-à-vis de la hiérarchie. Et comme le disait le colonel, l'intérêt et l'enjeu de cette démarche, c'est de dire aux innovateurs, écoutez, nous, on est preneurs de vos idées, donc n'hésitez pas à nous les partager et on échangera sur celles-ci pour savoir dans quelle mesure on vous accompagne, on les déploie. Donc il y a eu tout un travail en amont de visite dans les différentes unités pour aller expliquer un peu la démarche, pour aller expliquer l'enjeu et la finalité de celle-ci. Et dans un second temps, donc il y a une forte campagne de communication au niveau du groupement pour présenter notamment une plateforme développée par la société HumanPerf et qui permet justement à tout utilisateur de déposer son idée sur cette plateforme et celle-ci sera visible directement par un comité de pilotage, ce qui permet d'éviter les biais de la censure au niveau de la hiérarchie locale. Lorsque l'utilisateur dépose son idée sur cette plateforme, on lui demande également d'effectuer un petit exercice d'évaluation de son idée afin de mesurer l'opportunité de la développer, le temps que cela pourra prendre. Et ça lui permet dans un premier temps d'évaluer un peu la portée potentielle de cette innovation. Et ensuite, donc, un comité de pilotage se réunit et va décider de retenir l'idée et dans quelle mesure on va la disséminer au niveau. Donc là, en Seine-et-Marne, on parle à l'échelle d'un groupement. On est encore très loin du territoire national que couvre la gendarmerie. Toujours est-il que, du coup, l'enjeu à ce niveau-là consiste à trouver de l'argent pour pouvoir développer ces idées, puisque comme c'est une expérimentation au niveau du SDIS, c'est pris sur les fonds propres du groupement, qui restent, cela dit, assez limités. Donc, il y a un véritable enjeu au niveau des SDIS aujourd'hui, être en capacité de trouver et de capter les sources de financement qui existent dans le champ de l'innovation. Bien sûr. Et ce qui ressort vraiment de vos deux témoignages, c'est ce côté encadrement de l'innovation quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre tous les projets qui existent, toutes les innovations qui existent. On va quand même avoir un comité ou quelque chose qui va encadrer un peu cette innovation. Et dans ce cas-là, si on trouve que vraiment c'est pertinent, faire en sorte que le projet puisse aboutir. Alors chez nous, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais dans les ateliers de performance, la condition pour être éligible, c'est d'avoir déjà testé sur le terrain. Donc ça nous donne déjà des choses qui sont au stade de démonstrateur finalement. Et du coup, c'est un peu la limite aussi, c'est qu'on a souvent des choses qui sont assez simples. C'est justement pour ça qu'on a mis en place le dispositif d'accompagnement et d'accompagnement financier également, qui permet de poursuivre. Et on a ce point commun, effectivement, sur la remontée des idées et des projets. C'est qu'à la fois, il faut que ce soit encadré pour que ça ne parte pas dans tous les sens, et à la fois, il ne faut pas qu'il y ait de censure. En innovation, on a droit à l'échec, c'est très important. Et on a un canal direct où chaque personnel de n'importe quelle unité de gendarmerie peut nous envoyer une idée, un projet ou une bonne pratique qu'il a mise en place. On va impliquer la VH pour leur demander, la voie hiérarchique, pour leur demander leur avis sur certaines choses, pour les valoriser, effectivement aussi pour qu'ils puissent valoriser à leur niveau leurs innovateurs.
mais il n'est pas obligé de passer par tous les filtres de l'AVH pour accéder à notre niveau. Au contraire, le gendarme de terrain, il peut poser une question ou soumettre une idée directement à la DGIGN. D'accord. Mais c'est vrai que ce que vous disiez aussi, c'est qu'on a besoin de promouvoir l'innovation au sein de nos équipes. On a besoin de leur dire, allez-y, l'innovation, on en veut. Justement, on a besoin d'évoluer à l'ère numérique, on a besoin d'évoluer en 2021 avec tout ce qui se passe, la crise, etc. Vous avez mis une campagne de communication, vous m'avez dit, au sein du SDIS pour justement promouvoir ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été faites en gendarmerie ou au sein du SDIS pour justement dire aux sapeurs-pompiers ou aux gendarmes, allez-y, foncez, vraiment, on est ouvert à ça? Au-delà de la campagne de communication, comme je vous le disais, ça a été d'aller se rendre dans les unités pour présenter directement la démarche, parce que dans le monde du secours, effectivement, et surtout dans les unités opérationnelles, on n'a pas l'habitude d'innover, mais pour le faire à l'échelle. C'est-à-dire que les personnels ont l'habitude, ils sont très débrouillards, assez manuels. On est en capacité de traiter un certain nombre d'irritants, mais chacun dans son coin. Et là, l'idée, c'était de leur dire, maintenant, faites profiter de votre expérience, de vos idées, l'ensemble du corps. Mais pour ce faire, il va falloir rentrer dans un minimum de cadre, de telle manière, justement, à rentabiliser et mutualiser les moyens. Dans la gendarmerie, même principe, j'imagine. Alors chez nous, on a cette chance que le dispositif commence à être bien connu puisqu'on est à 15 éditions. À chaque fois, il y a de la communication sur les remises de prix. On lance des appels à manifestation d'idées ou de projets à chaque fois qu'on arrive sur un cycle pour que les gens nous fassent bien remonter ce qu'ils ont déjà mis en place. Et puis surtout, l'innovation, elle fait partie d'un projet de transformation plus global. C'est le projet Jean 24 qui a été mis en place par notre directeur général quand il est arrivé en 2019. Et on a un pilier d'accompagnement technologique qui s'appelle le futur dès à présent dans cette stratégie, et un pilier de communauté ensemble en confiance, dans laquelle la communauté de l'innovation a toute sa place. Donc du coup, on s'intègre dans une communication institutionnelle sur notre stratégie de transformation, ce qui fait que l'innovation est évidemment en très bonne place dans ce dispositif. Après, on peut avoir des besoins de communication plus ponctuels. Par exemple, en ce moment, on réfléchit à lancer un défi participatif pour centraliser avec le terrain un problème que toutes les unités de terrain rencontrent. En l'occurrence, l'équipement des coffres des véhicules, dans nos véhicules d'intervention. Aujourd'hui, on a des Peugeot 5008. On a pas mal de matériel à emmener. C'est pas exactement le même matériel dans chaque unité, mais globalement, c'est à peu près le même volume de matériel qu'il faut partout. Et si c'est la centrale qui dit on va faire des plans comme ci, comme ça, tout le monde va dire ça ne correspond pas à mon besoin. Donc on est en train de réfléchir à quelque chose qui serait personnalisable et qui correspondrait aux besoins des unités. Voilà, avec cette idée de lancer un défi participatif, c'est pas évident parce qu'il faut aussi que ça réponde à toutes les normes en termes de carrosserie, de risque accident, et que ce soit industrialisable derrière. Donc on est en train d'étudier ça et on espère pouvoir lancer ça. Mais si on le lance, ce sera un défi d'innovation participative qu'on lancera aux unités avec un cahier des charges. On leur dira, voilà, c'est un concours en fait, participez et remontez-nous vos idées localement, travaillez ensemble avec un mécano, un maker qui fait l'impression 3D, une unité qui veut tester. Voilà, mettez-vous ensemble, faites-nous remonter un projet, faites-nous un prototype, et ensuite on sélectionne le meilleur, et puis on l'industrialise, et toutes les brigades de France en bénéficieront. Et est-ce que vous avez un exemple, je ne sais pas, dans d'autres univers ou à l'international, de la mise en place d'une démarche participative qui vous aurait inspiré justement? Est-ce que ailleurs, c'est déjà présent et vous vous êtes dit, ok, c'est intéressant, on va partir du même principe? Nous, dans un premier temps, on a d'abord regardé ce qui se faisait au niveau national. Et pour ne rien vous cacher, c'est vrai que le modèle de la gendarmerie était très inspirant, puisque, comme le disait le colonel, ils ont déjà un certain nombre d'années de vécu, d'expérience là-dessus. Et c'est un système, parce que nous sommes des forces opérationnelles de terrain, un système qui s'adapterait plutôt bien chez nous. Donc pour le moment, c'est plutôt cantonné au niveau national, mais très certainement qu'à l'international, on pourrait trouver des choses très intéressantes également. Parce que finalement, vous êtes très précurseur dans cette démarche participative à la gendarmerie, je pense. Nos anciens étaient en avance, c'est certain. Moi-même, j'avais participé aux ateliers de performance lorsque j'étais lieutenant-commandant de brigade, donc ça remonte à 2008 ou 2009. Mais comme innovateur cette fois-ci. Maintenant, je les organise. Par contre,
On fait partie d'un réseau en fait en innovation participative. Nous, on est membre de l'association Innovacteur et on échange beaucoup sur nos pratiques. Et puis être en avant sur certaines choses, ça ne veut pas dire qu'on peut s'arrêter. Au contraire, l'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas eu de gendarmes intrapreneurs à temps plein ou à mi-temps. Il y en a qui ont fait des choses qui se rapprochaient vraiment beaucoup d'intrapreneuriat, mais ils n'ont pas eu de temps dédié à ça. Et donc, on essaie aussi de se moderniser sur d'autres aspects de l'innovation participative qu'on n'a pas encore mis en place. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Madame Jehan, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes chargée d'affaires en propriété industrielle. Alors justement, quelle est la bonne démarche, les bonnes pratiques pour protéger l'innovation ? Alors oui, tout à fait. Donc, il y a des bonnes pratiques à respecter. La première va être de garder les informations secrètes. Donc, avant même de procéder au dépôt du brevet, il ne faut pas ébruiter donc, les éléments techniques que vous pourriez avoir. Et donc, pour cela, il faut faire signer des accords de confidentialité si vous comptez... justement parler à un prestataire ou alors faire un contrat de collaboration, vraiment bien cadrer les échanges pour qu'il n'y ait aucune fuite d'informations. Et également, j'allais dire, pour que cela ne se retourne pas contre vous, parce que le fait de divulguer les informations vous pouvez vous auto-antérioriser. Les critères de brevetabilité, en fait, sont au nombre de 3, donc il faut respecter le caractère nouveau, inventif et l'application industrielle. Donc clairement, si les infos sont visibles sur un site internet, sur un flyers ou encore des prototypes, mais divulgués au public en tout cas, clairement, vous allez détruire ce caractère nouveau. Donc premier point, garder les informations vraiment secrètes. Le deuxième, ça va être de se constituer des preuves en fait pour dater la création, pour avoir une date certaine, donc effectuer des dépôts probatoires. Donc un dépôt probatoire va être un dépôt d'enveloppe solo, par exemple, ou alors un dépôt auprès d'un officier ministériel, tel qu'un notaire ou un huissier. Et donc ce dépôt a pour but de prouver l'existence et d'apporter une date certaine. Et ça vous permettra surtout d'avoir ce qu'on appelle la possession personnelle antérieure en France. Vous allez pouvoir exploiter votre... Alors, c'est pas une demande de brevet, mais ce qui était en cours, en tout cas, de recherche, vous allez pouvoir l'exploiter parce que vous allez apporter des éléments techniques dans votre enveloppe solo, par exemple, donc qui sera déposée à l'INPI. Et donc, pour cela, vous allez avoir droit d'exploiter comparé à une personne un tiers qui aurait déposé la demande de brevet sur un sujet similaire. Du coup, l'enveloppe solo, ça correspond à quoi exactement ? Donc, alors, ce n'est pas un titre de propriété industrielle. C'est vraiment là pour dater, montrer que vous étiez à l'origine de ces éléments techniques que vous avez insérés dans l'enveloppe. Alors, il n'y a pas spécialement de formalisme à respecter. C'est pas du tout comme un brevet, mais ce sont des éléments de preuve en tout cas qui montrent que vous êtes titulaire de ça. Du coup, la protection de l'innovation en soi, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça protège Alors, donc, si vous partez, admettons, sur un brevet, parce que les éléments techniques peuvent être protégés par le secret ou par le brevet. Donc, le secret, clairement, il faut se poser la question, est-ce qu'un tiers peut arriver à mettre mon dispositif que j'ai mis au point ? Est-ce qu'il peut recopier ce que j'ai fait ? Et donc ça, si c'est le cas, clairement, il faut directement déposer une demande de brevet. Donc la demande de brevet, c'est un titre de propriété industrielle qui va vous permettre d'avoir une protection sur l'invention pendant 20 ans. Donc, en échange de cela, vous allez, du moins l'INPI va publier votre demande de brevet 18 mois après la date de dépôt de la demande. Et donc, vous allez avoir le droit d'interdire à des tiers d'utiliser votre dispositif. Mais en contrepartie, vous allez devoir vous assurer de la liberté d'exploitation, que vous n'êtes pas contrefacteur de droits de tiers. D'accord, très bien. Et du coup, la demande, on la dépose à partir de quand finalement ? Quand l'idée germe un peu dans notre esprit ou est-ce que quand ça devient un peu plus concret ? Et clairement, il faut des éléments techniques. Donc, comme je vous disais,
il va falloir prouver en quoi votre demande de brevet se distingue de l'art antérieur. Donc, il y aura une problématique technique et vous allez répondre à cette problématique technique en apportant des éléments techniques qui vont être nouveaux et inventifs comparés à ce qui est déjà connu. Donc, c'est toujours l'élément, j'allais dire, pas forcément évident. On n'a pas une réponse à apporter qui soit sûre. C'est vraiment en fonction des éléments techniques que vous allez avoir. Donc, pas trop tôt ni trop tard pour se faire antériorisé par un tiers. Bien sûr, et du coup, maintenant, si on rentre un peu plus spécifiquement dans les SDIS ou les associations ou encore un hôpital, qui doit déposer la demande justement de brevet? Alors, il y a le principe des inventions de salariés qui est édicté dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc, les inventions de salariés ce principe va être calqué, en tout cas au niveau des agents de la fonction publique. Et donc, pour cela, il y a 3 catégories. Donc, on va avoir les inventions de mission. Donc, dans ce cas-là, la personne a été embauchée pour mettre au point des inventions, donc dans le domaine de la R&D. Donc, dans ce cas-là, l'invention va appartenir à l'employeur et le salarié ou l'agent public aura une compensation financière de la part de son employeur. La deuxième catégorie, ça va être donc pour des inventions hors mission qui seront attribuables à l'employeur. Donc le salarié ou l'agent public n'a pas de mission inventive dans son contrat de travail, mais grâce à des systèmes, des matériaux, des outils qui sont dans l'entreprise, il va pouvoir mettre au point quelque chose, une invention. Et donc là, à ce moment-là, l'employeur peut demander à ce que l'invention soit attribuée à l'entreprise ou à la personne morale publique. D'accord, donc à ce moment-là, c'est l'employeur qui détient la propriété intellectuelle. C'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Justement, dans la gendarmerie, je sais que la dépôt de brevet vous tient à cœur. Vous avez 10 brevets déposés, il me semble, depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Effectivement, on a déposé récemment notre 10e brevet. Sur les brevets, on sort un petit peu du champ d'innovation participative en général, mais pas toujours. On a des exemples d'innovation participative qui ont donné lieu à un dépôt de brevet. Effectivement, on procède à cette classification des inventions. Quand on a une invention qui nous apparaît brevetable, on demande à l'inventeur, s'il ne l'a pas déjà fait, de remplir ce qu'on appelle une déclaration d'invention. Et on regarde si c'est fait dans le cadre du service, si c'était dans sa fiche de poste, en fait, de faire cette invention, ou ce qui est plus souvent le cas dans l'innovation participative, c'est lié au service, c'est lié à ses compétences, aux matériaux auxquels il a accès, même les connaissances, l'activité de la gendarmerie, tout simplement. Mais c'était pas dans sa fiche de mission, dans sa fiche de poste de faire cette invention, et il l'a fait en plus, c'est souvent du temps masqué, et donc c'est ce qu'on appelle hors mission attribuable. Et il y a un processus où on revendique l'invention, et ensuite, si on a un dépôt de brevet qui est exploité, parce que c'est le but du dépôt de brevet, c'est de le valoriser, on verse des royalties au personnel, et on l'a déjà fait. Après, on se rend compte aussi que c'est pas facile d'arriver avec une idée et d'arriver jusqu'au dépôt de brevet sans un industriel. Il y a souvent des cas où on a besoin de partenaires. Et nous, dans notre stratégie de valorisation de l'innovation, qui regroupe vraiment des compétences transverses, on a des juristes de la direction des soutiens des finances de la DGGN, on a un négociateur qui nous accompagne également, on a un cabinet spécialisé en propriété industrielle. Et on est accompagné par la mission d'appui au patrimoine immatériel de l'État, l'APIE, qui nous aide beaucoup. Ce qu'on voit, c'est que quand on va voir un industriel qui, avec une idée, en lui disant on aurait besoin que vous nous aidiez à le développer, souvent c'est trop tôt pour déposer le brevet. Et finalement, ça va être du co-développement. Et si on négocie pas dès le début avec l'industriel pour dire ok, la propriété intellectuelle, ce sera 50-50, parce que c'est du co-développement, et parce qu'on arrive vraiment avec du matériel et des idées, et ben c'est très difficile de le faire a posteriori. Et les services juridiques des grands industriels sont très bons pour déposer les brevets. Et donc, c'est important de négocier tôt et de prendre ça en compte très tôt dans les discussions.
c'est parfois plus facile d'aller discuter avec un tout petit cabinet, un bureau d'études qui peut nous aider à développer notre projet. Arriver avec un prototype, déposer le brevet et dans un second temps voir qui pourra l'industrialiser, le commercialiser. Mais le réflexe de l'innovateur, c'est souvent d'aller voir celui qui fabrique un matériel de secours en montagne, donc par exemple Petzl pour un harnais, d'aller voir une grande marque comme ça qui va être intéressée pour le commercialiser derrière et donc avec qui ce sera plus difficile de discuter si on n'a pas tout de suite bordé les choses et tout de suite clarifié. Donc, il y a l'engagement de confidentialité, c'est essentiel, mais il y a aussi la négociation en disant tout de suite, on contractualise, si on va au bout, s'il y a un brevet, il appartiendra à qui ? Et ça, on essaie de le faire de plus en plus tôt dans nos dispositifs d'accompagnement des innovateurs, c'est extrêmement important. Bon, c'est ça, Madame Jeanne, j'imagine bien que quand on a une idée, avant d'aller voir l'industriel, il faut quand même se protéger soi, sinon finalement on va se la faire happer. Clairement, comme le disait le colonel, c'est ça, les termes sont à fixer au début quand le terrain, j'allais dire, est encore vierge et quand aucune collaboration n'a commencé pour qu'on soit sûr vraiment des termes et qui exploitera, comment ça se passera par la suite. Mais est-ce que l'INPI justement propose une aide ou un accompagnement dans le cas où justement il y a une collaboration avec l'industriel, justement dans la négociation que vous disiez, c'est quand même très compliqué. Est-ce que quelque chose est fait pour aider l'inventeur à ne pas se faire manger par l'industriel? Alors oui, on va avoir des dispositifs d'accompagnement, donc ponctuels ou sur du long terme. Donc, l'accompagnement sur du long terme, ça s'appelle le dispositif, donc programme Start-up. Donc là, ça s'adresse à des start-up qui ont des problématiques de propriété intellectuelle et on peut les aider en tout cas avec un coup de pouce financier, donc justement en allant voir un avocat si besoin pour un accompagnement contractuel. Donc on peut les aider sur ce terrain-là. Après, il y a un nouveau dispositif également qui vient d'être mis en place, Alliance Pays. Donc ça va être pour la collaboration, j'allais dire, entre un organisme public et un organisme privé. Donc c'est un nouveau dispositif de soutien. D'accord, très bien. Et du coup, au sein du SDIS, comment ça se passe pour la protection des innovations, justement ? Eh bien, effectivement, il y a un vrai enjeu au niveau de, comme le disait le colonel, la stratégie de valorisation de l'innovation. Et surtout, je pense qu'il faut bien sensibiliser les personnels sur ces enjeux-là. Puisque nous, on a déjà eu le cas, justement, d'utilisateurs qui se sont rapprochés directement d'industriels pour proposer une idée en leur demandant dans quelle mesure pensez-vous que cela va être réalisable. Et derrière, l'industriel s'est emparé de l'idée et puis la commercialiser. Et si les utilisateurs, dans un premier temps, n'ont pas cette idée d'aller protéger leur invention, c'est parce que ce sont des personnels qui sont passionnés. Et pour eux, l'enjeu, il n'est pas dans un premier temps de valoriser leur idée. C'est surtout de pouvoir la mettre en œuvre pour qu'elle puisse leur servir, et ainsi qu'à leurs collègues. Donc il y a un vrai enjeu sur la sensibilisation, la prévention. Et dans le cadre notamment des services d'incendie de secours, il y a l'enjeu de l'expertise, puisque tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, on n'a pas véritablement d'experts en la matière. Et l'enjeu va être notamment, là, via des biais de mutualisation notamment, de pouvoir s'attacher les services de personnes qui détiennent ces compétences. Justement, vous disiez que vous aviez des cas, des exemples d'innovations qui n'ont pas été protégées. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Je ne vais pas vous les citer. Je vais pas vous les citer parce que certains risquent de se reconnaître. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que a posteriori, et surtout vis-à-vis des personnels qui ont vu dans quelle mesure ces idées leur ont échappé, il y a une grosse frustration. Bien sûr, non, ça doit être frustrant de se dire qu'on est à l'origine et que finalement, après, on essaye de nous la revendre, entre guillemets. Exactement. C'est certain. Merci beaucoup à vous tous, vraiment, pour votre participation. Maintenant, une petite page de présentation de notre partenaire. Merci.